Imaginez un instant que tout ce que vous croyez être vos vertus, vos choix, votre identité soigneusement construite ne soit rien d'autre qu'une surface fragile sur un océan que vous osez rarement affronter. Cette surface est ce que nous appelons l'ego, l'image que nous projetons au monde et même à nous-mêmes. Mais sous ce masque social et conscient se cache une force aussi profonde qu'incontrôlable, l'ombre. Carl Jung, toute sa vie, s'est consacré à explorer précisément ce territoire obscur de la psyché, et sa perspicacité reste l'une des clés les plus provocatrices pour ceux qui souhaitent comprendre l'énigme de l'âme humaine. Il ne s'exprimait pas simplement en tant que médecin ou scientifique, mais en tant que quelqu'un qui percevait une dimension spirituelle, mythique et presque cosmique au sein de la psyché humaine. Pour Jung, explorer l'ombre n'était pas seulement un exercice psychologique, c'était franchir les portes de l'inconnu vers le mystère le plus intime de l'être. L'impact immédiat de cette idée est inconfortable. Après tout, qui a vraiment envie d'affronter ses pulsions refoulées, sa colère, son envie, sa jalousie, sa vanité, son égoïsme? N'est-il pas bien plus facile de croire que nous sommes fondamentalement bons, que notre caractère se définit uniquement par les qualités que nous affichons en public? Jung démonte cette illusion. Il affirme que tout ce que nous ne reconnaissons pas en nous ne disparaît pas, cela se cache simplement. Et plus nous le cachons, plus il prend de pouvoir sur nos vies. L'ombre n'est pas un concept lointain ou abstrait. Elle se manifeste au quotidien, dans le regard méprisant que nous lançons à quelqu'un, dans l'irritation disproportionnée que nous ressentons face à la critique, dans le sentiment de répulsion face au comportement d'autrui qui, sans nous en rendre compte, reflète ce que nous portons en nous. L'ombre est la somme de tout ce que nous ne voulons pas être, mais que, paradoxalement, nous sommes déjà. Jung a compris que l'ombre se forme tôt. Durant l'enfance, nous apprenons, souvent en silence, quelles parties de nous-mêmes sont acceptées et lesquelles sont rejetées. Un enfant qui pleure excessivement peut se voir dire d'être fort, enfouissant ainsi sa vulnérabilité. Un autre, qui manifeste de la colère, est réprimé et apprend à dissimuler son feu intérieur. Ce qui n'est pas accepté est enfermé dans un sous-sol psychique, s'accumulant sous forme d'énergie refoulée. Ce sous-sol ne disparaît pas. Il devient le territoire de l'ombre. Et plus nous nions son existence, plus elle revient sous forme de destin, comme si la vie nous forçait à affronter ce que nous rejetons. Mais il y a quelque chose de plus profond ici. Jung ne décrit pas l'ombre comme un simple réservoir de défauts. Elle recèle aussi un potentiel oublié. Nous occultons souvent non seulement ce que nous considérons comme honteux, mais aussi ce qui nous ferait briller. Combien de personnes enterrent leur créativité, leur instinct de leader, leur sensualité ou leur courage simplement parce qu'on leur a appris à croire que ces qualités étaient dangereuses ou inappropriées? Ainsi, l'ombre n'est pas seulement un lieu de peur. C'est aussi un réservoir de force inanimée. C'est comme un coffre-fort enfoui, renfermant à la fois des monstres et des trésors. Imaginez maintenant la vie comme un mythe qui se répète sans cesse. Dans les récits anciens, le héros est toujours contraint d'affronter des créatures obscures pour obtenir quelque chose de précieux. Hercule affrontant le lion, Saint Georges combattant le dragon, Thésée descendant dans le labyrinthe pour affronter le Minotaure. Ces mythes ne sont pas que des récits fantastiques, pour Jung, ils sont des miroirs de la psyché. Le dragon est l'ombre. Le labyrinthe est l'inconscient. Le trésor caché est le potentiel oublié. Tels les héros de la mythologie, chacun de nous porte en lui un ennemi secret qui protège ce que nous désirons le plus. Et, comme dans les mythes, il n'y a pas de raccourci. Seuls ceux qui traversent les ténèbres trouvent la lumière. Cette plongée, cependant, n'est pas sans risque. Jung a averti qu'affronter l'ombre est une tâche réservée aux courageux. Ceux qui l'abordent sans préparation risquent d'être dévorés. Songez au nombre de personnes qui sont rongées par des addictions, des compulsions, des accès de colère ou des crises émotionnelles précisément parce qu'elles n'ont pas su reconnaître l'origine de ces pulsions. L'ombre, niée, agit de manière autonome, dirigeant la vie comme s'il s'agissait d'un destin inévitable. Un homme qui rejette sa propre agressivité peut devenir la victime constante de situations violentes. Une femme qui nie sa sensualité peut se sentir constamment prisonnière de relations frustrantes. L'ombre trouve toujours un moyen de s'exprimer, même au prix de souffrance. Jung a clairement décrit ce phénomène: tant que nous ne rendrons pas l'inconscient conscient, il dirigera nos vies, et nous l'appellerons le destin. Cette phrase résume l'essence même de sa vision. Ce que nous ne parvenons pas à affronter devient des forces invisibles qui guident nos choix, attirent des personnes spécifiques dans nos vies et créent des schémas qui se répètent comme des malédictions. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression de vivre les mêmes drames, des cycles sans fin. Ils ne réalisent pas qu'ils fuient leur propre destin. Le monde extérieur devient une scène où l'ombre joue sans cesse le même jeu. Mais pourquoi sommes-nous si réticents à reconnaître cette face cachée? Peut-être parce que l'ombre blesse notre orgueil. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas aussi vertueux que nous aimerions le croire. Elle révèle qu'en nous réside aussi l'égoïsme, l'arrogance, la cruauté.
Mais Jung n'y voyait pas une condamnation, mais plutôt une opportunité. Car en intégrant l'ombre, nous devenons plus humains, plus entiers, plus authentiques. Reconnaître que nous sommes capables de cruauté, par exemple, peut nous rendre plus compatissants. Admettre notre arrogance peut nous libérer du besoin de prouver notre supériorité. Regarder nos pulsions les plus sombres peut nous donner du pouvoir sur elles, les transformant en alliés plutôt qu'en ennemis. Concrètement, cela signifie cultiver une nouvelle forme de conscience. Lorsque nous sommes profondément irrités par quelqu'un, la question que Jung nous invite à nous poser n'est pas « Pourquoi cette personne est-elle ainsi ?», mais plutôt « Qu'est-ce que cela éveille en moi ? Que révèle cette réaction sur ce que je n'ai pas accepté en moi ?» L'ombre se révèle précisément là où nous résistons le plus à regarder. C'est comme si l'inconscient s'exprimait à travers nos émotions les plus intenses. Haine, envie, répulsion, tous ces sentiments sont des indices qui pointent vers ce qui reste à éclairer. Et c'est ici que la psychologie analytique rencontre la spiritualité. Pour Jung, le voyage de l'âme n'était pas seulement une question clinique ou thérapeutique, mais un chemin initiatique. Il s'inspirait des mythes, des religions et de l'alchimie pour montrer que l'ombre a toujours été représentée dans les traditions spirituelles comme une étape nécessaire de la transformation. Les alchimistes parlaient du « nigredo », cette phase obscure où la matière était réduite au chaos avant de renaître sous forme d'or. Dans le cheminement chrétien, le désert et la tentation précèdent la rédemption. Dans les traditions orientales, affronter ces démons intérieurs est une étape essentielle de l'illumination. Toutes ces images renvoient à la même vérité, il n'y a pas de croissance sans descente. Il n'y a pas de lumière sans traverser les ténèbres. Cette descente, cependant, ne doit pas être confondue avec l'abandon au chaos. Jung ne proposait pas de s'abandonner à l'ombre, mais d'apprendre à dialoguer avec elle. Il encourageait ses patients à enregistrer leurs rêves, à observer leurs fantasmes et à percevoir les symboles qui émergent de l'inconscient. Pour lui, chaque image qui apparaît dans les rêves est un message, une tentative de l'inconscient de nous montrer quelque chose qui doit être intégré. Le rêve d'un animal féroce peut symboliser une agression refoulée. Le rêve d'un étranger menaçant peut être la face oubliée de notre propre ombre. Apprendre à déchiffrer ces signaux, c'est apprendre à dialoguer avec ce qui vit en nous, mais que nous taisons habituellement. Et si nous acceptons cette invitation, quelque chose de surprenant se produit. L'ombre cesse d'être une simple menace et commence à se révéler comme une source de vitalité. Nombreux sont ceux qui se sentent apathiques, en manque d'énergie ou de but, qui connaissent une renaissance intérieure en intégrant les aspects qu'ils avaient refoulés. La colère, une fois transformée, se transforme en assertivité. La peur se mue en prudence et en intuition. Le désir interdit en créativité. C'est comme si, en illuminant le sous-sol psychique, nous découvrions qu'il recèle non seulement notre honte, mais aussi nos plus grandes richesses. Mais ici, une question inévitable se pose, est-il possible de vivre pleinement sans intégrer l'ombre ? Jung répondrait fermement, non. Car ceux qui n'affrontent pas leur ombre en deviennent l'esclave. Et un esclave inconscient. C'est comme essayer de construire une maison sur un sol instable, tôt ou tard, tout s'effondre. L'ombre exige d'être reconnue. Elle nous coûte cher. Et tant que nous l'ignorerons, elle continuera à diriger silencieusement le cours de nos vies. C'est la provocation que Jung nous lance dès le départ, avez-vous le courage de regarder en vous ? Avez-vous le courage d'admettre que vous n'êtes pas seulement ce que vous montrez au monde, mais aussi tout ce que vous vous cachez ? Avez-vous le courage de descendre au sous-sol et d'affronter le regard de ce que vous craignez le plus ? Car c'est précisément là que commence le cheminement vers l'individuation, le processus de devenir entier, et non plus seulement un fragment. C'est lors de cette confrontation initiale que nous décidons si nous continuerons à répéter des destins que nous n'avons pas choisis ou si nous assumerons enfin la tâche de devenir qui nous sommes vraiment. Et ce n'est qu'un début. Car, en acceptant l'existence de l'ombre, nous ouvrons une nouvelle question, encore plus troublante, si elle se manifeste dans nos vies même sans notre permission, si elle apparaît sur les visages des personnes qui nous irritent le plus et dans les drames les plus récurrents, se pourrait-il que le monde extérieur soit en réalité un gigantesque miroir de ce qui nous habite ? C'est la frontière que nous allons franchir ensuite, là où la psyché révèle son langage le plus mystérieux, la projection. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes apparaissent dans votre vie comme des miroirs vivants, révélant des aspects de vous-même que vous auriez préféré ne jamais connaître ? C'est comme si l'univers avait une manière secrète de nous présenter précisément les figures qui éveillent nos plus grandes irritations, nos plus grandes peurs ou nos plus grandes fascinations. Pour Carl Jung, ce n'était ni une coïncidence ni un simple hasard. C'était le phénomène inévitable de la projection, la façon dont l'inconscient collectif trouve le moyen de se manifester sur la scène du quotidien. La projection est, par essence, le langage codé de la psyché, ce que nous nions en nous-mêmes est placé dans l'autre, pour que nous puissions enfin le voir. C'est comme si la vie s'obstinait à nous montrer, à travers les visages que nous croisons,
ce que nous ne supportons pas de reconnaître en silence. Imaginez quelqu'un qui déteste les personnes arrogantes. Où qu'il aille, il rencontre toujours quelqu'un qui semble parler trop fort, gesticuler excessivement et afficher une confiance excessive. Cette personne s'indigne, critique et se met en colère, se répétant « Comment des gens comme ça peuvent-ils exister ?» Pourtant, ce qui s'éveille en lui n'est pas seulement une répulsion pour le comportement des autres, mais le reflet de sa propre arrogance refoulée, qu'il ne s'est peut-être jamais permis d'admettre. Ce qui nous dérange le plus chez les autres est souvent ce que nous rejetons en nous-mêmes. C'est la première révélation troublante de Jung. Lorsque nous pointons du doigt l'extérieur, nous parlons presque toujours de l'intérieur. Mais la projection ne se limite pas aux sentiments négatifs. Elle se manifeste aussi par un amour instantané, une admiration inexplicable, envers des personnes qui, lorsqu'elles croisent notre chemin, semblent porter en elles quelque chose qui nous manque. Combien de fois regardons-nous quelqu'un avec une dévotion ou un enchantement inexplicable ? C'est comme si cette personne portait en elle une part perdue de nous-mêmes. Jung appelait ce phénomène la projection d'anima ou d'animus, les aspects féminins et masculins de la psyché qui, lorsqu'ils ne sont pas intégrés, apparaissent dans des figures extérieures comme s'ils étaient porteurs de notre plénitude. C'est pourquoi tant de passions débordantes portent en elles un sentiment de destinée. Ce n'est pas l'autre qui nous fascine vraiment, mais la part de nous-mêmes que nous voyons en lui. Nous aimons, en vérité, le reflet de notre propre âme. Cette découverte a un impact profond, car elle nous amène à nous demander combien de nos relations se construisent non pas par une rencontre réelle entre deux personnes, mais par le jeu inconscient de projection. Vous avez peut-être vécu une expérience similaire, vous vous engagez dans une relation en croyant avoir trouvé quelqu'un d'absolument spécial, pour finalement découvrir, au fil du temps, que cette image ne correspondait pas à la réalité. Au début, tout semblait parfait, puis, des conflits, des déceptions et des désaccords inexplicables ont commencé à émerger. Que s'est-il passé ? Jung l'expliquait, au départ, vous avez projeté votre anima ou animus sur l'autre, voyant en lui ce que vous recherchiez en vous-même. Lorsque la projection s'est dissipée, la personne réelle est restée, avec ses imperfections et ses ombres. Le choc entre l'idéal et le réel est douloureux, mais nécessaire. Il nous montre que personne ne peut indéfiniment porter le poids d'être le miroir de nos défauts. La tâche, en fin de compte, est de supprimer la projection et de réintégrer ce que nous avons projeté. Il est fascinant d'observer comment ce processus se manifeste au quotidien, même dans les détails les plus banals. Imaginez quelqu'un qui, au travail, éprouve une aversion immédiate pour un collègue, sans raison apparente. Ce collègue incarne peut-être précisément les qualités qu'il refoulait en lui, l'audace de dire ce qu'il pense, le courage de prendre des risques, ou encore le manque de discipline dont il redoute tant l'affichage. Ce malaise naît non seulement de la coexistence, mais aussi du souvenir silencieux de quelque chose qui vit en lui. La projection, en ce sens, est comme une lentille invisible qui déforme nos perceptions. Nous voyons l'autre non pas tel qu'il est, mais tel que nous avons besoin qu'il soit pour continuer à nous échapper de nous-mêmes. Et c'est là que se produit le grand tournant de la pensée jungienne, la projection n'est pas une erreur, mais un mécanisme de connaissance de soi. L'inconscient utilise le monde extérieur comme un miroir pour nous permettre de nous reconnaître. Le problème est que nous comprenons rarement ce processus. Au lieu de nous regarder en nous-mêmes, nous persistons à blâmer, juger ou vénérer les autres. C'est pourquoi tant de personnes passent leur vie prisonnières de conflits incessants, inconscientes qu'elles luttent en réalité contre des parties d'elles-mêmes. Jung disait que la rencontre avec l'ombre se produit presque toujours projetée sur l'autre. C'est dans la haine et l'amour intense, dans la répulsion et dans une fascination incommensurable, que nous trouvons des indices sur ce qui n'a pas encore été intégré. Mais pouvons-nous échapper complètement à la projection ? Jung n'y croyait pas. La projection est inévitable, elle fait partie de la condition humaine. Ce que nous pouvons faire, c'est en prendre conscience. Plus nous prenons conscience que nos perceptions véhiculent des réflexions internes, plus nous avons la liberté d'agir avec lucidité. Il ne s'agit pas d'éliminer la projection, mais de percevoir son mouvement et d'en tirer des leçons. C'est comme si la vie était un théâtre symbolique où chaque personnage joue un rôle choisi par notre inconscient. Reconnaître cela nous donne un pouvoir sur l'intrigue. Le plus troublant, cependant, c'est que ce mécanisme ne se limite pas au niveau individuel. Jung parlait de l'inconscient collectif, cette couche de la psyché qui appartient non seulement à nous, mais à toute l'humanité. C'est de cet inconscient qu'émergent les archétypes, ces images universelles qui traversent les cultures et les époques. Lorsque nous projetons, nous ne traitons pas seulement de notre propre contenu refoulé, mais aussi des symboles collectifs qui nous habitent. C'est pourquoi tant de personnalités publiques suscitent l'amour ou la haine des masses. Elles deviennent les dépositaires de projections collectives, comme si elles incarnaient les dieux et les démons qui peuplent l'inconscient de l'humanité.
L'idolâtrie et la persécution ne sont pas seulement des phénomènes sociaux, mais aussi psychiques. Et chacun, à un degré moindre, en fait l'expérience dans sa propre vie. Prenons l'exemple du chef autoritaire qui suscite à la fois crainte et admiration chez ses subordonnés. Pour certains, il est le tyran à combattre, pour d'autres, le héros qui assure l'ordre. En réalité, il devient le théâtre des projections inconscientes de chacun. Certains y placent leur ombre de soumission, d'autres, leur soif de pouvoir. Il en va de même pour les chefs religieux, les artistes, les célébrités, ils portent en eux des symboles collectifs qui n'appartiennent pas seulement à eux, mais à notre inconscient à tous. Jung voyait dans ces phénomènes la preuve vivante que notre psyché n'est pas isolée. Nous sommes les fils d'une toile qui nous précède et nous dépasse. Et cette toile se manifeste constamment, surtout lorsque nous croyons n'avoir affaire qu'à des individus ordinaires. Mais l'exemple le plus intime de projection se produit peut-être dans nos relations les plus proches. Qui ne s'est jamais disputé avec son partenaire ou un membre de sa famille, dans le feu de l'action, n'a pas tenu des propos qu'il a ensuite jugés exagérés, voire injustes. Dans les moments de colère, nous ne voyons pas la personne réelle, mais l'ombre projetée sur elle. La mère devient la figure de l'oppression, le partenaire l'ennemi, l'ami le traître. Ces images n'appartiennent pas seulement à l'autre personne, mais à l'imaginaire que nous portons en nous. C'est comme si, dans chaque dispute, nous menions non seulement un conflit extérieur, mais une bataille intérieure qui trouve son expression chez l'autre. Cela nous amène à une question troublante: dans quelle mesure connaissons-nous vraiment les gens qui nous entourent? Ou ce que nous savons d'eux n'est-il que le reflet de nos propres projections? Jung répondrait que, le plus souvent, nous vivons davantage avec nos fantasmes sur les autres qu'avec ce qu'ils sont réellement. La véritable intimité ne commence que lorsque nous pouvons nous libérer de nos projections et voir l'autre dans son altérité radicale, comme quelqu'un qui n'est pas une extension de nous-mêmes, mais qui n'est pas non plus l'ennemi de nos ombres. C'est l'un des plus grands défis de la vie psychique, supporter la différence sans avoir à y projeter nos besoins ou nos peurs. Mais comment y parvenir concrètement? Jung a suggéré une approche d'attention constante. Chaque fois qu'une émotion disproportionnée surgit, nous pouvons nous demander: qu'est-ce que cela révèle de moi? Quelle part de moi se révèle ici? Au lieu de blâmer immédiatement l'autre, nous pouvons utiliser la situation comme un miroir. Ce simple changement d'attitude transforme les conflits en opportunités de connaissance de soi. Bien sûr, cela exige de l'humilité, car il est toujours plus facile de croire que le problème vient de l'autre. Mais c'est précisément cette humilité qui nous rapproche de l'individuation, du processus de devenir entier. La projection est donc à la fois un piège et une opportunité. Un piège, car elle peut nous enfermer dans des illusions et des conflits sans fin. Une opportunité, car elle nous offre de précieux indices sur ce qui reste à intégrer. C'est comme si chaque personne qui apparaît dans nos vies était un messager de l'inconscient, porteur d'un message voilé que nous ne pouvons déchiffrer qu'en regardant en nous-mêmes. Lorsque nous comprenons cela, nous commençons à vivre différemment. Les relations cessent d'être de simples rencontres fortuites et commencent à être perçues comme des symboles, des portes vers des dimensions cachées de la psyché. Et si la vie est cette étape symbolique, alors chaque rencontre porte en elle un mystère plus grand qu'il n'y paraît. Ceux qui croisent notre chemin ne viennent pas seulement nous enrichir ou nous entraver, mais nous révéler quelque chose de nous-mêmes. L'ennemi peut révéler la force que nous refusons d'accepter, l'amant peut refléter la tendresse que nous dissimulons, l'étranger peut véhiculer la peur ancestrale qui nous paralyse. Tout est miroir, tout est symbole, tout est appel à la connaissance de soi. C'est la beauté et la terreur de la projection, elle nous force à voir ce que nous préférerions garder dans l'ombre. À ce stade, un tournant inattendu se produit. Si le monde extérieur est en grande partie le reflet de ce que nous portons en nous, dans quelle mesure nos choix, nos relations et même notre destinée sont-ils véritablement libres? Vivons-nous véritablement comme des agents conscients, ou sommes-nous guidés par des forces invisibles qui mettent en scène leurs histoires à travers nous? Jung n'a pas répondu à cette question par le pessimisme, mais par une invitation. Il a dit que la liberté ne commence que lorsque nous prenons conscience des forces qui nous habitent. Tant que nous restons aveugles, nous sommes les marionnettes de l'inconscient. Mais en nous éveillant, nous avons la possibilité de dialoguer avec ces forces et même de les transformer. La conscience n'élimine pas le mystère, mais elle nous permet d'y participer activement. Cette perception ouvre une nouvelle dimension au quotidien. Chaque rencontre cesse d'être banale et devient symbolique. Chaque émotion intense devient un indice. Chaque conflit révèle une énigme. Le monde devient un vaste texte à déchiffrer, écrit non seulement par des circonstances extérieures, mais par l'inconscient qui palpite en nous et autour de nous. Vivre, en ce sens, c'est interpréter. C'est être attentif aux symboles qui nous entourent et y percevoir la voix de la psyché. Et c'est ici que se dessine le pont vers la prochaine étape du voyage. Si la projection révèle l'inconscient à travers les autres, et si la vie se présente comme un théâtre symbolique, alors l'inévitable question est:
Quel rôle sommes-nous destinés à jouer dans ce drame? Quel mythe personnel incarnons-nous involontairement? Jung croyait que nous suivons tous un scénario archétypal, un modèle ancestral qui nous guide, héros en quête de sens. Mais tous n'acceptent pas l'appel de cette aventure. Nombreux sont ceux qui refusent et restent prisonniers du cycle des projections. Le défi est de reconnaître quand l'inconscient nous appelle au voyage. Et c'est là le mystère qui nous attend, le voyage du héros intérieur, où la psyché révèle, à travers des symboles universels, la carte secrète de l'individuation. Depuis l'aube de l'humanité, les histoires de héros résonnent comme un murmure ancestral qui traverse les cultures, les époques et les frontières. Elles ont quelque chose qui nous touche viscéralement, comme si nous n'entendions pas seulement parler de guerriers, de dieux ou de voyageurs mythiques, mais revivions un souvenir intime qui nous appartient aussi. Carl Jung, en étudiant la psyché humaine, a compris que ces récits ne sont pas de simples contes fantastiques, mais des expressions directes de l'inconscient collectif. Derrière Ulysse affrontant des monstres marins, Moïse traversant le désert ou Bouddha assis sous un figuier, se cache un modèle universel, l'archétype du héros. Et cet archétype ne vit pas seulement dans les livres ou les mythes, il vibre en chaque être humain, silencieusement, attendant le moment où la vie nous entraînera vers cette traversée. L'appel du héros, comme l'observait Jung, ne se fait ni clairement ni naturellement. Il se présente presque toujours comme une crise, une rupture, une perte, une maladie inattendue, une rupture brutale, un échec qui ébranle les fondations, un vide que rien ne peut combler. C'est dans ces moments-là que nous avons l'impression que le sol nous a été arraché, comme poussé vers l'inconnu. Jung disait que l'inconscient fonctionne ainsi, lorsque l'ego s'accroche à une fausse stabilité, la psyché crée des chocs qui nous forcent à regarder en nous. C'est le moment où nous sommes appelés à quitter notre zone de confort et à traverser les ténèbres que nous avons évitées. Mais qui parmi nous est vraiment prêt à entendre cet appel? Et là surgit la première question inévitable. Combien de fois avez-vous été appelé à votre voyage et refusé? Combien de fois avez-vous choisi de vous accrocher au connu, même s'il était en ruine, plutôt que de plonger dans l'inconnu qui pourrait transformer votre vie? Ce refus est courant et compréhensible, mais il a des conséquences. Car l'appel ne disparaît pas. Il revient, plus fort, sous de nouvelles formes de souffrance. Jusqu'à ce que, finalement, nous soyons contraints d'écouter. Lorsque Jung parlait de l'archétype du héros, il ne décrivait pas seulement une aventure extérieure, mais avant tout un voyage intérieur. Le héros n'est pas seulement celui qui affronte monstres et ennemis, mais celui qui ose descendre dans l'abîme de lui-même. Le dragon, en son cœur, est l'ombre. Le désert est la solitude de la psyché. La mer déchaînée est le tumulte émotionnel qui menace de nous engloutir. À chaque défi extérieur correspond une bataille intérieure. Et chaque victoire intérieure ouvre un espace pour l'intégration d'aspects cachés de nous-mêmes. La vie, en ce sens, se révèle comme un grand mythe, et chaque être humain est le protagoniste d'une histoire archétypique qui se répète sous différentes formes. Les signes du voyage peuvent paraître insignifiants à première vue. Un malaise constant au travail, le sentiment que la vie a perdu son sens, une agitation qui nous empêche de dormir. Ces symptômes ne sont pas des erreurs aléatoires, mais des messages de l'inconscient. La psyché nous appelle, mais rarement par des mots directs. Elle s'exprime par des symboles, des crises, des coïncidences chargées de sens. Combien de fois avez-vous vécu un événement improbable qui semblait porteur d'un message caché? Jung appelait cela la synchronicité, la façon dont l'inconscient révèle que nous sommes guidés par une intrigue plus vaste. L'appel du héros peut donc se dissimuler même dans la rencontre inattendue avec quelqu'un qui réveille quelque chose de latent en vous. Et c'est là qu'une autre question troublante se pose. Reconnaissez-vous les signes lorsqu'ils apparaissent? Ou, comme beaucoup, les considérez-vous comme de simples coïncidences, fermant les yeux sur l'appel de votre propre âme? Refuser l'appel est l'un des moments les plus critiques du voyage. Jung y voyait un risque de stagnation psychique. Ceux qui rejettent le voyage finissent par s'enfermer dans des schémas répétitifs, vivant en cercle, renouant des relations destructrices, s'obstinant dans un travail vide, cultivant un vide toujours croissant. C'est comme si la vie devenait un cycle sans issue, car le héros intérieur reste enchaîné. Et pourtant, même ce refus joue un rôle. Il nous révèle combien nous avons encore peur de nous-mêmes. Le héros ne n'est pas prêt. Il naît lorsqu'il décide de dépasser ce qu'il craint le plus. Il est intéressant de noter que le voyage n'est jamais solitaire au sens absolu. Il y a toujours la figure du mentor, du guide, du sage qui offre des symboles, des mots ou des signes qui éclairent le chemin. Pour Jung, cette figure est aussi un archétype, le vieux sage, celui qui apparaît dans les rêves comme un maître, un magicien, ou même comme une phrase lue dans un livre qui semble avoir été écrit pour vous. Le mentor peut apparaître sous des formes inattendues, comme une personne ordinaire qui croise votre chemin, comme une expérience spirituelle, ou même comme une image onirique. L'inconscient collectif ne nous abandonne jamais,
il nous envoie des alliés cachés pour que nous puissions poursuivre le voyage. Mais comment reconnaître un guide lorsqu'il se présente? Et plus encore, avons-nous le courage d'écouter son message, même lorsqu'il nous oblige à changer radicalement d'itinéraire? Chaque étape du voyage exige du détachement. Le héros est appelé à abandonner ses anciennes identités, ses rôles sociaux et ses masques devenus obsolètes. Cette mort symbolique est douloureuse, car elle implique de laisser derrière soi ce qui semblait nous définir. Mais sans cette mort, point de renaissance. Jung nous a rappelé que, dans toutes les traditions spirituelles, le héros doit mourir d'une manière ou d'une autre avant de se transformer. C'est la descente aux enfers, le sacrifice, la traversée de la nuit noire de l'âme. Il n'y a pas de croissance sans perte. Il n'y a pas d'individuation sans dissolution du vieil ego. C'est peut-être la partie la plus redoutée du voyage, le sentiment de perte totale. C'est le moment où l'on ne sait plus qui l'on est, où tout ce en quoi on croyait s'effondre. Mais Jung voyait ce vide comme la véritable porte d'entrée. Car ce n'est que lorsque l'ego perd le contrôle que le soi, le noyau le plus profond de la psyché, peut émerger et nous guider. La confusion, le désespoir, l'incertitude sont autant de signes que nous sommes entraînés au-delà de ce que nous connaissons déjà. C'est précisément là que la transformation commence. Et vous, combien de fois vous êtes-vous senti au bord de cet abîme, ne reconnaissant plus le sol sous vos pieds? Se pourrait-il que ce soit précisément le début de votre traversée, et non une erreur ou un échec comme vous l'avez cru à l'époque? Jung a observé que les rêves ont tendance à s'intensifier durant cette période. Des symboles puissants émergent, porteurs de messages énigmatiques. Animaux menaçants, figures archétypales, scénarios étranges, chacun porte une clé. L'inconscient s'exprime par métaphores, images et récits symboliques. Un rêve où l'on est poursuivi peut ne pas être seulement le reflet de l'anxiété, mais aussi un avertissement que l'on fuit soi-même. Un rêve où l'on plonge en eau profonde peut être une invitation à affronter l'inconscient. Un rêve où l'on rencontre un inconnu peut être une rencontre avec la part oubliée de son âme. Le voyage du héros est aussi un voyage onirique, car l'inconscient ne cesse jamais de nous guider. Les cultures anciennes en avaient déjà l'intuition. Les rituels initiatiques, les mythes de passage et les récits racontés autour du feu ont toujours mis en évidence le même schéma: le héros doit traverser l'inconnu, mourir à une ancienne identité et renaître dans une nouvelle conscience. Jung a simplement donné à cela un nom psychologique, l'individuation. Mais au fond, c'est le même processus que nos ancêtres ont raconté sous 1000 formes différentes. La psychologie analytique révèle simplement que ce mythe n'est pas quelque chose d'extérieur, mais une réalité intérieure qui se déploie en chaque être humain. Et voici une autre provocation: si la vie de chacun est, par essence, un voyage archétypique, pourquoi tant de personnes persistent-elles à vivre comme si rien n'avait de sens? Le véritable drame de la modernité ne réside-t-il pas dans le refus collectif d'admettre que nous sommes encore immergés dans des mythes? Jung croyait que notre époque souffre précisément d'avoir perdu le contact avec le symbolique. Nous réduisons la vie à des statistiques, des nombres et de la productivité, oubliant que derrière tout se cache un sens plus profond. Il en résulte une humanité fatiguée, anxieuse, fragmentée et déracinée. Le mythe du héros demeure vivant, mais étouffé, dissimulé sous des couches de rationalité excessive. Pourtant, l'inconscient ne peut être réduit au silence. Il trouve toujours un moyen de s'exprimer, que ce soit dans des crises individuelles ou des mouvements collectifs. Et chaque crise est, en fin de compte, un appel à reprendre le chemin oublié. Ce rétablissement n'est pas simple. Il faut du courage pour admettre que la vie ne se résume pas au désir de l'ego. Il faut de l'humilité pour reconnaître que nous sommes guidés par des forces supérieures à notre volonté consciente. Il faut de la confiance pour accepter que le chaos fasse aussi partie du processus. C'est pourquoi le voyage du héros est si universel et si difficile, il touche le cœur humain à son point le plus vulnérable. Il exige que nous devenions quelque chose au-delà de ce que nous pensons être. Et, en même temps, il révèle que ce quelque chose était déjà en nous depuis toujours, attendant d'être découvert. Et peut-être que la question qui nous hante le plus est: êtes-vous prêt à traverser votre nuit noire pour découvrir la lumière qui vit en vous? Le voyage ne s'arrête pas à la découverte du trésor. Au contraire, c'est là que se révèle le véritable défi: revenir au monde avec ce qu'il a découvert. Le héros ne voyage pas uniquement pour lui-même. Il revient pour partager, transformer, servir. Jung voyait là le but ultime de l'individuation: ce n'est pas un chemin d'égoïsme, mais de contribution. En intégrant l'ombre, en traversant les symboles, en dialoguant avec l'inconscient, nous devenons plus humains et précisément grâce à cela, plus capables d'offrir quelque chose au collectif. Le héros revient non pas comme un sauveur absolu, mais comme quelqu'un qui porte en lui la sagesse de celui qui a affronté ses propres ténèbres. Et pourtant, tous ne parviennent pas à revenir. Nombreux sont ceux qui se perdent en chemin. Nombreux sont ceux qui sont dévorés par leurs propres monstres intérieurs.
C'est là le véritable risque du voyage, l'absence de garantie. Mais c'est précisément ce risque qui le rend authentique. Car il n'y a pas de transformation sans danger. Il n'y a pas de renaissance sans mort symbolique. Rares sont les héros qui reviennent transformés, mais ce sont précisément eux qui deviennent un phare pour les autres. Jung croyait que chaque personne qui accepte son individuation contribue à la guérison du monde entier, car en devenant complète en elle-même, elle contribue à équilibrer l'inconscient collectif. Et puis la question finale de cette étape se pose, êtes-vous prêt à prendre le risque de devenir qui vous êtes vraiment, même si cela signifie perdre tout ce que vous pensiez être jusqu'à présent? C'est le voyage du héros, et c'est aussi celui de chacun de nous. Et ce qui nous attend est encore plus troublant. Que se passe-t-il lorsque nous refusons d'écouter cet appel et restons prisonniers du déni? Jung y voyait non seulement de la souffrance, mais la naissance d'une prison invisible qui consume l'âme. C'est cette prison que nous explorerons ensuite, où le refus de l'appel devient la captivité psychique que beaucoup prennent pour le destin. Il y a des moments où la vie frappe à la porte avec une telle force qu'il serait impossible de ne pas l'entendre. Une crise s'installe, le sol disparaît, l'air est lourd comme s'il était impossible de respirer. C'est à ce moment que beaucoup sont invités à franchir le seuil du voyage intérieur. Mais tous n'acceptent pas. Certains détournent le regard, d'autres s'accrochent à ce qu'ils connaissent, même si cette familiarité est faite de douleur et de répétition. Pour Carl Jung, ce point de refus est l'un des plus dangereux, car l'appel de l'âme ne cesse pas lorsqu'on l'ignore. Il continue de résonner, et lorsqu'on l'ignore, il se transforme en symptômes, névrose, compulsion et en un sentiment constant de vide que rien ne peut combler. Refuser de franchir ne signifie pas une pause, c'est un emprisonnement. Le plus curieux, c'est que ce refus est rarement perçu comme tel. Personne ne se dit « je rejette ma propre âme ». Le phénomène est plus subtil. La personne se persuade qu'il vaut mieux conserver l'emploi qui la rend malade, car au moins, cela lui permet de payer ses factures. Elle s'obstine à entretenir des relations déjà brisées par peur de la solitude. Elle renoue avec ses vieilles habitudes, car l'idée du changement éveille une peur plus grande que toute souffrance connue. La prison de l'âme est construite de justifications logiques, d'excuses apparemment raisonnables, mais qui cachent une sombre vérité, la peur de se confronter à soi-même. Jung a observé ce mouvement chez nombre de ses patients. Ils arrivaient avec des symptômes clairs, des rêves troublants, des crises existentielles, et pourtant, ils résistaient à l'introspection. Ils voulaient une solution miracle, un soulagement immédiat, quelque chose qui leur permettrait de continuer comme avant. Mais la psyché n'accepte aucun raccourci. Ignorer son appel aggrave la blessure jusqu'à ce que nous soyons contraints de l'écouter. Et peut-être qu'ici se pose une question dérangeante. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé piégé dans un cercle vicieux dont vous saviez qu'il n'était pas bon pour vous, et pourtant vous y êtes resté, comme si une force invisible vous retenait par ses chaînes? Combien de fois avez-vous reconnu que vous deviez changer, mais avez-vous repoussé, rationalisé ou fui? Refuser l'appel n'est pas seulement un acte individuel. Il est aussi présent dans le collectif. Des peuples entiers ont vécu aveuglés par les signes appelant à la transformation, préférant répéter des schémas destructeurs jusqu'à ce que la tragédie devienne inévitable. Jung y voyait un reflet de l'inconscient collectif, ce qui n'est pas reconnu par la conscience s'accumule jusqu'à se manifester de manière explosive. C'est pourquoi les guerres, les crises politiques et les effondrements sociaux peuvent également être interprétés comme un refus de l'appel collectif. Lorsque des sociétés entières nient leurs ombres, rejettent leurs erreurs et refusent d'intégrer les contraires, l'inconscient collectif trouve des moyens violents pour forcer la transformation. Tout comme l'individu, l'humanité peut se retrouver prisonnière de cycles répétitifs, revivant les mêmes conflits sous différentes formes. Ce refus, qu'il soit individuel ou collectif, engendre souvent des symptômes qui dépassent largement l'imaginable. Jung a rapporté des cas de patients souffrant de douleurs physiques sans cause médicale, pour finalement découvrir qu'il s'agissait de manifestations psychiques cherchant à attirer l'attention. D'autres ont vécu des relations abusives à répétition, comme prisonniers d'un scénario indéchiffrable. D'autres encore, confrontés à l'opportunité de se transformer, se sont accrochés à des rationalisations, ils disaient qu'il était trop tard, que cela n'en valait pas la peine, que ce serait peut-être dans l'au-delà. Ce report indéfini, pour Jung, était l'un des aspects les plus cruels du refus, car non seulement il freinait la croissance, mais créait l'illusion que l'avenir offrirait une opportunité plus facile, alors qu'en réalité, le poids du refus ne faisait qu'augmenter. Le plus surprenant est que ce rejet de l'appel puisse se manifester même chez ceux qui semblent avoir une vie réussie. Combien de personnes connaissez-vous qui, de l'extérieur, semblent tout avoir, carrière, famille, stabilité, mais affichent un regard terne, une lassitude inexplicable, une tristesse inexplicable? C'est le symptôme classique de la prison invisible. Le monde peut applaudir, mais l'âme crie.
Jung insistait sur le fait qu'aucun épanouissement extérieur ne peut remplacer le besoin d'individuation. La réussite matérielle ne guérit pas la blessure spirituelle. Au contraire, elle l'aggrave souvent, car elle crée l'illusion que quelque chose d'extérieur devrait suffire à nous combler, et lorsque ce n'est pas le cas, nous restons avec le sentiment que rien n'aura de sens. Et vous êtes-vous déjà demandé si ce que vous appelez stabilité n'est pas, en fait, une prison déguisée en sécurité? Des récits improbables renforcent ce point. Jung a parlé de personnes qui, après des années de vie apparemment normale, étaient soudainement hantées par des rêves si intenses et symboliques qu'elles ne pouvaient plus les ignorer. Une femme rêvait à plusieurs reprises d'un animal féroce tentant de s'introduire chez elle. Au lieu de l'affronter, elle passait ses journées à renforcer portes et fenêtres. Mais plus elle essayait de se protéger, plus l'animal prenait de l'ampleur dans ses rêves, jusqu'à occuper toute la rue. Lorsqu'elle comprit enfin que l'animal était sa propre agressivité refoulée, elle comprit aussi que sa vie de soumission et de conformité était un refus d'intégrer sa force intérieure. Le rêve n'était pas un cauchemar dénué de sens, mais un appel insistant de la psyché. Ce refus faillit la détruire, mais lorsqu'elle accepta la confrontation, elle découvrit que la bête n'était pas un ennemi, mais le gardien d'une énergie à réveiller. Ce genre d'événement peut paraître extraordinaire, mais il n'est pas aussi rare qu'on pourrait le croire. Nous portons tous en nous des images archétypales qui surgissent pour nous rappeler ce qui est caché. L'improbable devient quotidien lorsque nous commençons à observer la vie à travers le prisme de Jung. Coïncidences inexplicables, rencontres inattendues, accidents qui bouleversent le destin, rêves qui semblent prédire des événements. Tout cela peut être perçu comme des manifestations de l'inconscient qui tentent de nous sortir de notre déni. La prison n'est jamais définitive, des signes tentent toujours de nous libérer. Mais c'est à nous d'y prêter attention. Et là, une autre question se pose, combien de fois avez-vous ignoré ces signes, les traitant comme de simples coïncidences, alors qu'ils étaient peut-être les clés pour ouvrir la porte de votre propre prison? Le mécanisme du déni se renforce car l'ego craint de perdre le contrôle. Il s'accroche à des identités et à des rôles qui semblent sûrs. Un exemple curieux est celui de la personne qui construit toute sa vie autour de l'idée d'être forte, incapable de faiblesse. Lorsque la vie tente de lui montrer sa vulnérabilité, elle refuse, lutte contre elle et renforce encore le masque de la force. Mais cet effort a un prix. Tôt ou tard, le corps tombe malade, l'esprit s'effondre, ou l'âme se tait dans l'apathie. Tel est le prix du déni, vivre en défendant une illusion jusqu'à ce qu'elle se brise d'elle-même. Le plus paradoxal, c'est que plus nous résistons, plus nous nous rapprochons de l'abîme que nous cherchons à éviter. Jung voyait la névrose comme une tentative ratée d'éviter le voyage intérieur. La personne crée des schémas obsessionnels, des comportements répétitifs, des relations dysfonctionnelles, tout cela pour enfermer son âme. Mais la psyché est implacable. Si nous n'écoutons pas ses murmures, elle hurle. Si nous n'en prêtons pas attention aux signes, elle se manifeste par des catastrophes personnelles. Le destin, comme le disait Jung, n'est pas quelque chose d'extérieur, mais ce que nous refusons d'admettre en nous-mêmes. Ce que nous n'affrontons pas intérieurement nous surprend sous forme de désastres, d'échecs et de rencontres douloureuses. Et puis une question dérangeante surgit, ce que vous appelez malchance ou injustice dans votre vie n'est-il pas en réalité le reflet de ce que vous avez refusé d'affronter en vous-même? Le refus crée ce que Jung appelait une prison invisible. Ce ne sont pas des barreaux physiques, mais des chaînes psychiques. La personne croit choisir librement, mais elle ne fait que réagir à des peurs qu'elle ignore. À chaque nouvelle opportunité, elle choisit ce qui renforce son emprisonnement. À chaque relation, elle cherche inconsciemment à reproduire la même dynamique qui la maintient captive. À chaque décision, elle évite le risque de transformation. Il en résulte une vie apparemment vécue, mais en réalité reportée. Une vie où les jours s'accumulent sans que l'âme ne s'éveille jamais. Tel est le sort du prisonnier qui n'a jamais réalisé qu'il était en cellule. Mais il y a toujours l'inattendu. Jung nous a rappelé que la psyché est créative et inépuisable. Au moment où l'on s'y attend le moins, quelque chose survient et ébranle nos certitudes. Ce peut être une rencontre qui nous désarme, une perte qui nous brise, une vision qui nous déconcerte. Ces événements semblent injustes ou aléatoires, mais ils sont souvent la dernière tentative de l'âme pour nous libérer. L'improbable devient alors la seule issue. Comme si la vie elle-même conspirait contre notre refus, nous rappelant que nul ne peut échapper à lui-même éternellement. Et c'est là que nous devons affronter la question finale de cette partie, si la vie vous a déjà envoyé des signes, des rêves, des coïncidences ou même des catastrophes, combien d'entre eux avez-vous accueillis comme des appels et combien en avez-vous rejeté, renforçant votre emprisonnement? Carl Jung croyait que nous avons tous la possibilité de choisir. Le refus n'est jamais définitif, mais le prix de l'attente est élevé. Chaque cycle répété, chaque souffrance prolongée, chaque occasion manquée constitue un nouveau maillon de la chaîne. Pourtant,
À un moment donné, l'âme trouvera toujours un moyen de s'en sortir. Le risque est que plus nous résistons, plus la rupture se fait violente. Le choix est simple, bien que difficile, accepter le voyage maintenant, ou se laisser entraîner par les inévitables douleurs du refus. Et lorsque le héros refuse l'appel et reste prisonnier de sa cellule invisible, qu'advient-il de sa vie? C'est la question qui nous mène à l'étape suivante, où l'ombre s'intensifie, les symboles se multiplient et la psyché, lasse d'attendre, commence à exiger que le chemin soit parcouru. Lorsqu'on réalise enfin qu'on est prisonnier de son propre déni, vivant dans une cellule invisible construite par des choix qui évitent la confrontation intérieure, un moment décisif survient. C'est là que le parcours du héros prend un tournant. Il ne suffit pas de reconnaître la prison, il faut la traverser. Pour Jung, ce mouvement s'appelle l'individuation. Le mot peut paraître technique, mais il décrit en réalité quelque chose de profondément humain, le processus de devenir qui l'on est vraiment. Non pas ce que le monde attend de nous, ni le masque social que l'on a appris à porter, ni les rôles que l'on répète par habitude ou par peur. L'individuation est le chemin vers la plénitude, un chemin d'intégration entre les parties conscientes et inconscientes de notre psyché, entre la lumière que l'on montre et l'ombre que l'on cache. Ce chemin n'est ni simple ni confortable. Il exige de renoncer à de nombreuses certitudes que vous croyiez autrefois sûres. Il exige de regarder ce que vous avez le plus évité, d'accepter les contradictions, de vous réconcilier avec des aspects de vous-même que vous avez toujours tenté de rejeter. C'est un processus comparable aux anciennes pratiques alchimiques qui fascinaient Jung. Les alchimistes croyaient pouvoir transformer les métaux vils en or, mais pour Jung, cet or était symbolique, la transformation intérieure qui naît de l'intégration des contraires. La colère refoulée devient courage, la peur se mue en prudence, la vanité en affirmation de soi équilibrée. Ce qui était autrefois perçu comme un échec ou un danger devient une énergie brute qui, une fois exploitée, se transforme en puissance. Ce qui confère à ce processus une intensité unique, c'est qu'il ne se limite pas à des réflexions rationnelles. Il se manifeste dans les rêves, les fantasmes, les coïncidences significatives, les moments de crise qui révèlent soudain une autre dimension de la réalité. C'est comme si l'inconscient participait activement au voyage, envoyant des messages codés pour guider l'individu. Jung disait que la psyché n'est pas seulement une structure interne, mais un champ vivant en communication constante. L'individuation est donc un dialogue avec ce champ, une ouverture vers quelque chose de plus grand que l'ego. À chaque pas, la vie devient plus symbolique, plus chargée de sens, comme si chaque détail recelait une révélation. Et peut-être vous demandez-vous alors, comment savoir si j'avance réellement sur le chemin de l'individuation ou si je crée simplement une nouvelle illusion pour me tromper? Ce doute est légitime et fait partie intégrante du processus. Jung nous avertissait que la psyché est rusée et que l'ego tente souvent de s'approprier le chemin pour se renforcer. Il peut revêtir de nouveaux masques spirituels, créer des récits grandioses, feindre une croissance alors qu'en réalité, il ne fait que renforcer sa propre résistance. Le véritable signe de l'individuation ne réside pas dans les discours ou les apparences, mais dans de réelles transformations de comportement et de conscience. On réalise qu'on a intégré quelque chose lorsque ce qui nous dominait auparavant perd son pouvoir de guider notre vie. Lorsque la colère cesse d'exploser aveuglément et se transforme en fermeté. Lorsque la peur cesse de paralyser et commence à guider des choix judicieux. Lorsque le vide devient une véritable quête de sens. L'individuation exige également de se confronter à de puissants archétypes qui émergent de l'inconscient. Parmi eux figurent l'anima et l'animus, images du féminin et du masculin intérieur. Ceux qui ne reconnaissent pas ces forces ont tendance à les projeter sur les autres, créant des relations chargées d'illusions. Mais lorsque nous commençons à intégrer ces figures, nous réalisons que ce que nous recherchions chez les autres a toujours existé en nous. L'anima éveille la sensibilité, l'intuition et la réceptivité. L'animus éveille la raison, la fermeté et l'action. Unir ces polarités en soi est une étape essentielle vers la plénitude. Sans cela, nous restons dépendants de figures extérieures pour représenter ce qui nous manque, et nous vivons dans des relations de dépendance ou de déception constante. Et puis une question dérangeante se pose, combien de vos relations étaient en fait des projections de parties de vous-même que vous n'aviez pas encore reconnues? La tension monte lorsque nous réalisons que l'individuation ne nous épargne pas la souffrance. Au contraire, elle nous y conduit directement. C'est comme traverser le feu pour se purifier. Les pertes ne disparaissent pas, les peurs ne cessent pas d'exister, la douleur ne se dissipe pas comme par magie. Mais notre rapport à tout cela change radicalement. La souffrance cesse d'être un ennemi et devient un enseignant. Chaque larme est porteuse d'une leçon, chaque blessure révèle une vérité, chaque chute nous prépare à une nouvelle naissance. La douleur ne disparaît pas, mais elle n'est plus stérile. Elle se transforme en énergie de transformation. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles parlent de la nuit noire de l'âme.
C'est une période où tout semble s'effondrer, mais c'est précisément dans ce cas qu'une nouvelle forme commence à émerger. Et si vous vivez actuellement un moment de perte, de confusion et de vide, se pourrait-il que vous ne soyez pas exactement au point où votre individuation a commencé sans que vous vous en rendiez compte? L'une des images les plus marquantes de Jung était le mandala. Pour lui, ces motifs circulaires, présents dans de nombreuses cultures, symbolisent le soi, la totalité de la psyché. Dans les rêves de nombreux patients, des figures semblables à des mandalas surgissaient spontanément, représentant le centre intérieur qui guide la transformation. C'est comme si, même au milieu du chaos, un ordre caché tentait de se révéler. Le mandala est le symbole de l'équilibre possible, de l'intégration ultime. Travailler à l'individuation est, fondamentalement, un chemin en spirale vers ce centre, se rapprochant toujours plus de sa véritable essence. Ce voyage n'est ni rectiligne ni rapide. Il est fait de haut et de bas, d'avancée et de recul. Mais chaque pas laisse sa marque, et chaque marque nous rapproche du cœur qui donne sang à l'existence. La tension monte car l'inconscient ne livre pas ses secrets sans résistance. Il teste, défie et perturbe. Souvent, l'individu se sent régressé, perdu et impuissant. C'est alors que beaucoup abandonnent, persuadés que le chemin n'en vaut pas la peine. Mais c'est précisément dans ces moments-là que l'inconscient est le plus actif, réorganisant les énergies et préparant les révélations. Le chaos apparent fait partie intégrante du processus. C'est le nigredo des alchimistes, la phase obscure où la matière se dissout pour être recréée. C'est le moment où tout semble détruit, mais où tout est en train de se reconstruire à un autre niveau. Ceux qui traversent cette étape découvrent que le feu qui semblait consumé était en réalité le feu purificateur. Et voici une autre question, combien de fois avez-vous abandonné des processus de transformation parce que vous pensiez échouer, alors qu'en fait vous étiez exactement au point nécessaire de dissolution qui précède le renouveau? Ce qui rend l'individuation si puissante, c'est qu'elle n'est pas seulement un chemin personnel. Elle a aussi un impact collectif. Chaque individu qui s'épanouit contribue à la santé de l'inconscient collectif. Jung pensait que de nombreuses crises sociales étaient le reflet d'individus refusant d'intégrer leurs propres ombres. Guerre, violence et intolérance sont des projections amplifiées de ce qui reste irrésolu en chacun. En s'individualisant, chacun contribue à équilibrer ce courant collectif, devenant un point de conscience au milieu du chaos. Cela confère au processus une dimension éthique. Il ne s'agit pas que de soi, mais de chacun. La transformation intérieure est aussi une contribution silencieuse à l'humanité. À ce stade, le récit gagne en intensité, car nous comprenons que l'individuation est à la fois personnelle, spirituelle et cosmique. Ce n'est pas un luxe psychologique, mais une nécessité vitale. Sans elle, la vie devient vide, répétitive et dégradée. Avec elle, la vie gagne en profondeur, se renouvelle et se charge de sens. C'est le moment où l'être humain cesse d'être le simple jouet des circonstances pour devenir un acteur actif d'une intrigue plus vaste. Le soi, ce centre profond de la psyché, commence à nous guider plus clairement. Et la personne ressent, même sans mots, qu'elle est en phase avec quelque chose de plus grand que ce que son ego pouvait comprendre. Mais sommes-nous prêts à permettre à quelque chose de plus grand de nous guider, même si cela signifie abandonner le contrôle que nous pensions avoir? L'individuation n'est donc pas une destination lointaine, mais un processus continu. Elle ne s'arrête pas à une destination. Elle se renouvelle à chaque étape, à chaque nouveau défi, à chaque nouvelle découverte. C'est une spirale infinie qui nous rapproche du centre sans jamais fixer de terme définitif. Cette ouverture est à la fois libératrice et déstabilisante. Libératrice car elle nous rappelle que nous pouvons toujours avancer. Déstabilisante car nous ne pouvons jamais nous réaliser pleinement. L'or alchimique est toujours provisoire, toujours sujet à de nouvelles purifications. C'est pourquoi l'individuation exige patience, humilité et courage. Et c'est peut-être là que réside le tournant le plus profond, comprendre que le voyage ne nous promet pas la perfection, mais la plénitude. Il ne nous promet pas l'absence de douleur, mais la capacité de la transformer. Il ne nous promet pas le pouvoir absolu, mais l'harmonie avec la totalité de notre psyché. Le trésor n'est pas quelque chose d'extérieur à conquérir, mais la découverte que nous portons déjà en nous tout ce que nous recherchions. L'individuation ne crée rien de nouveau, elle révèle ce qui a toujours été présent, caché sous des couches de peur et de déni. Et maintenant, face à cette révélation, la question qui ouvre la voie à la conclusion demeure, si l'individuation est le chemin inévitable vers la plénitude, que se passe-t-il lorsque nous touchons enfin le centre profond de la psyché? Que découvrons-nous lorsque le soi se révèle pleinement et nous conduit au-delà de l'ego? Tel est le mystère qui se dévoile à l'étape finale, où le voyage atteint son apogée et où la vie devient destinée. Arriver au terme d'un tel voyage est à la fois un soulagement et un nouveau départ. Tout ce que nous avons traversé jusqu'à présent, l'ombre, les projections, l'appel du héros, le déni,
la prison invisible et le cheminement vers l'individuation nous a confrontés à la question centrale, que signifie réellement toucher le soi? Le soi n'est pas seulement un concept psychologique, ni une simple image symbolique. C'est la totalité de la psyché, le centre profond qui guide, même lorsque nous n'en avons pas conscience, la trame de la vie. Pour Jung, trouver le soi n'était pas un événement ponctuel, mais un processus d'intégration qui nous amène à reconnaître que nous sommes plus qu'un ego limité et fragmenté. Nous faisons partie d'un ordre supérieur, nous sommes les fils d'une toile qui relie l'individuel au collectif, l'humain à l'éternel, le conscient à l'inconscient. Et dans cette reconnaissance, quelque chose change à jamais. Le soi se manifeste par des signes souvent insignifiants, mais d'une profondeur immense. C'est le sentiment soudain qu'un événement douloureux a une raison cachée. C'est la rencontre inattendue avec quelqu'un qui transforme notre vie. C'est le rêve chargé de symboles qui nous accompagne pendant des semaines, comme un message à déchiffrer. C'est l'intuition qui, contre toute logique, nous guide vers le bon choix. Ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont des révélations. Jung appelait cette coïncidence significative qui nous montre que nous sommes en phase avec quelque chose de plus grand, la synchronicité. C'est dans ces moments-là que le soi nous touche, nous rappelant que la vie n'est pas une simple suite d'événements disparates, mais un récit chargé de sens. Reconnaître le soi, cependant, ne signifie pas abandonner la vie ordinaire. Cela signifie la vivre profondément. Nous continuons à travailler, à aimer, à souffrir et à lutter. Mais tout prend une tonalité différente. Chaque relation cesse d'être une simple circonstance pour devenir un miroir de l'âme. Chaque crise cesse d'être une simple douleur pour devenir une initiation. Chaque victoire cesse d'être un simple accomplissement pour devenir un symbole. Le soi transforme notre façon d'être au monde car il nous apprend à lire la vie comme un texte vivant, écrit à la fois par nos choix conscients et par les forces inconscientes qui nous habitent. Rien n'est banal lorsque nous voyons les choses ainsi. Tout commence à porter une invitation à la conscience. Mais comment mettre cela en pratique? Comment vivre de manière à ce que le soi devienne un guide et non une simple idée lointaine? La première pratique est la pleine conscience. Prêtez attention à vos rêves. Ce sont des messages de l'inconscient. Notez-les, méditez et remarquez les symboles récurrents. L'inconscient parle par images, et chacune d'elles porte un indice sur ce qui doit être intégré. Soyez également attentifs à vos émotions intenses. Demandez-vous, pourquoi cette situation me touche-t-elle autant? Que révèle-t-elle de moi? Au lieu de blâmer les autres ou de fuir, utilisez l'émotion comme une clé pour ouvrir des portes intérieures. Et soyez attentifs aux synchronicités. Lorsqu'un événement apparemment improbable se produit et que vous en percevez une signification cachée, ne l'ignorez pas. Demandez-vous ce que la vie essaie de vous montrer. Cette pratique de pleine conscience transforme le quotidien en un champ de dialogue avec l'âme. La deuxième pratique consiste à intégrer consciemment l'ombre. Il ne s'agit pas de céder à ces pulsions obscures, mais de les reconnaître. Lorsque vous ressentez de la colère, au lieu de la réprimer ou de la laisser exploser, observez ce qu'elle essaie de vous dire. Lorsque vous ressentez de l'envie, au lieu d'éprouver de la honte, demandez-vous quel désir se cache derrière. Lorsque vous ressentez de la peur, au lieu de fuir, essayez de comprendre de quoi elle tente de vous protéger. Chaque émotion qui surgit est une part de vous-même qui réclame reconnaissance. Nier, c'est renforcer l'ennemi, l'accepter, c'est le transformer en allié. C'est l'individuation, permettre à la lumière et à l'ombre de coexister sans que l'une ne détruise l'autre. La troisième pratique consiste à cultiver le silence intérieur. Le monde moderne nous pousse vers des distractions constantes, vers un bruit qui nous éloigne de nous-mêmes. Mais le soi ne se révèle pas dans le bruit, il se révèle dans la pause. Accordez-vous des moments pour être simplement avec vous-même. Cela peut être la méditation, une promenade solitaire, la contemplation de la nature ou simplement une respiration silencieuse. Ces espaces de retrait permettent à l'inconscient de parler, au symbole d'émerger et à l'intuition de se manifester. Sans silence, nous devenons aveugles à la dimension profonde de la vie. Avec le silence, nous commençons à percevoir l'ordre caché qui nous guide. La quatrième pratique consiste à vivre avec une responsabilité symbolique. Cela signifie prendre conscience que nos actions n'affectent pas seulement notre personne, mais qu'elles se répercutent sur le collectif. En intégrant notre ombre, nous contribuons à atténuer l'ombre collective. En agissant consciemment, nous inspirons les autres à faire de même. En devenant entiers, nous contribuons à rendre le monde un peu plus entier. Cela donne du poids au choix, mais aussi du sens. Chaque geste s'inscrit dans quelque chose de plus grand. La vie cesse d'être une simple survie pour devenir service, contribution et participation active à la construction collective. Mais sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité? Sommes-nous prêts à cesser de vivre fragmentés et à accueillir l'appel à la plénitude? C'est la tension qui marque la fin du voyage. Le soi nous appelle, mais ne nous contraint pas.
Le choix nous appartient toujours. Nous pouvons continuer à vivre prisonniers de l'ego, à répéter des schémas, à blâmer le destin, à nous fuir. Ou nous pouvons accepter le voyage, intégrer l'ombre, dialoguer avec l'inconscient et devenir des participants conscients du mystère de la vie. La différence réside dans la façon dont nous répondons à l'appel qui résonne en chacun de nous. Ce qui rend ce moment si remarquable, c'est qu'il ne s'agit pas seulement de théorie. C'est une décision concrète. Lorsque vous vous réveillerez demain avec la même anxiété, vous pourrez réagir comme toujours ou vous arrêter et vous demander ce qu'elle veut vous apprendre. Lorsque quelqu'un provoque votre colère, vous pouvez exploser ou observer ce que cette colère révèle sur vous. Lorsqu'un rêve étrange vous envahit, vous pouvez l'ignorer ou le noter et réfléchir. Lorsqu'une coïncidence improbable se produit, vous pouvez en rire ou écouter ce que la vie essaie de vous dire. C'est dans ces choix quotidiens que le soi devient réalité. La transformation ne se fait pas par bonds, mais par petites étapes conscientes, répétées jusqu'à ouvrir une nouvelle voie. Et c'est peut-être là que réside le tournant le plus profond, comprendre qu'il n'existe pas de vie parfaite, mais une vie entière. L'individuation ne nous libère pas de la douleur, mais nous apprend à la transformer. Elle ne nous libère pas de la perte, mais nous montre comment en renaître. Elle ne nous libère pas de la solitude, mais elle révèle la profondeur qu'elle peut apporter. Le soi n'est pas une échappatoire à la vie, c'est une plongée en elle. C'est accepter que chaque parcelle, chaque ombre, chaque échec, chaque victoire fait partie d'un tout. C'est accepter la vie telle qu'elle est, avec ses contradictions, et découvrir que c'est précisément dans cette acceptation que réside la force que nous recherchons toujours. Arriver ici est un privilège, mais aussi une responsabilité. Vous savez maintenant que la vie ne se résume pas seulement à ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi à ce qui se déploie à l'intérieur. Vous savez que chaque rencontre est un miroir, chaque émotion un symbole, chaque crise un appel. Vous savez que l'ombre n'est pas un ennemi, mais une énergie à intégrer. Vous savez que le refus crée l'emprisonnement, mais que le courage engendre la libération. Vous savez que l'individuation est le chemin vers la plénitude, et que le soi est le noyau qui guide ce voyage. La question est, que ferez-vous de cette connaissance ? Elle peut rester une simple information, ou se transformer en pratique. Vous seul pouvez en décider. Et voici l'invitation finale. Commencez maintenant. Choisissez une pratique simple à appliquer cette semaine. Notez vos rêves. Observez une émotion intense sans réagir. Accordez-vous 10 minutes de silence. Remarquez une coïncidence et réfléchissez à sa signification. Choisissez un geste et mettez-le en pratique. Petit, mais réel. Chaque pas vers la conscience est un pas qui change toute votre vie. N'attendez pas le moment idéal, car il n'arrivera jamais. Le moment est venu. L'appel est arrivé. Le voyage commence ici. Et si cette vidéo vous a apporté une nouvelle vision de la vie, si elle a suscité des réflexions ou touché quelque chose de profond en vous, n'hésitez pas à nous soutenir. Aimez cette vidéo pour que son message atteigne un plus grand nombre. Commentez, même anonymement, pour partager votre expérience, votre question ou votre découverte. Votre voix compte. Et abonnez-vous à la chaîne, car ici, nous poursuivrons ensemble notre exploration des chemins de la psyché, de l'ombre, des archétypes et du mystère humain. Ce voyage ne s'arrête pas là, il change simplement d'étape. À chaque nouvelle rencontre, nous approfondissons notre chemin, nous nous rapprochons du centre, nous nous rapprochons du soi. Car au final, la véritable mission est celle-ci, devenir entier. Et le choix vous appartient.